Yo les gars, bienvenue sur la chaîne de Ludo Prono, let's go. C'est Prono qui rencontre un succès complètement merdique. Je me suis trompé sur, un 80%, mais on s'en bat les couilles. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça mon gars. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire des covers. Comment on en est arrivé à avoir des images, à avoir des visuels sur les boîtes de CD bien sûr. J'avais fait une vidéo un peu comme ça sur l'histoire justement des clips qui était vraiment très intéressante déjà pour moi de rechercher toutes ces infos et de découvrir un peu toute cette histoire qui était très cool. Et je crois que ça vous avait pas mal plu aussi, donc je me suis dit bam, qu'est-ce qui pourrait aussi toucher à la musique et bam, et aussi nous apprendre des choses et bam, et l'histoire des covers. Qu'est-ce qu'on attend? Donc du coup, pour vous placer un peu dans un contexte, comment j'en suis arrivé à avoir envie de parler de covers, parce que les covers comme ça on peut se dire, bon ben c'est sur la boîte et tout, on s'en fout, on veut juste écouter. La musique c'est à la base c'est l'oreille, tu vois. Mais c'est parce que voilà, déjà je kiffe un peu tout ce qui est dessin, tout ce qui est photo, bam. Là par exemple, ce petit tableau, tu vois, on est dans une famille de dessinateurs, ça c'est ma daronne, c'est ma madre, tu vois ce que je veux dire? Là par exemple je te mets bam, un dessin de mon ref, t'es ma comment il est chaud le que met. Et je te montre pas mes dessins parce que... Je crois que ça s'est arrêté à mon ref, t'as capté. Mais j'ai quand même fait une cover. Celle de mon son Hotel Plaza avec Sosé. Putain, ce producer, il me choque. De jour en jour, ce producer me choque. Et donc, pam, j'aime le dessin, j'aime les photos, j'aime la musique. Et bam, on parle de cover. Et donc, les covers, c'est devenu vraiment une partie intégrante d'un projet. Une cover, ça se regarde. Une cover, ça peut s'analyser, une cover. Ah bah oui. Et elle joue un rôle très important, parce que même aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, tout ça, le premier truc qu'on voit sur un album, etc., c'est quand même la cover. Même sur les plateformes de streaming. Et ça peut influencer la personne. Si elle ne connaît pas l'artiste, si elle ne connaît pas l'historique, les sons, etc., ça peut carrément influencer une écoute. Une cover qui n'est pas très attirante, n'est pas très alléchante, on n'est pas tenté de cliquer. Bon, mais aussi il y a des albums historiques qui sont plus connus pour leur cover que pour leur contenu musical. Par exemple, très rapide, si je vous dis Nirvana, bam, vous pensez directement à cette cover du petit bébé, du petit bébé dans la pistoche, bam, qui refait du buzz là, parce que voilà, il en manque de thunes, le frérot. Mais si je vous demande des sons particuliers, à part ce Smell Like Teen Spirit, il n'y a rien qui sort. Sauf pour les aficionados. Par exemple, le bail des Pink Floyd aussi, avec le triangle, le petit laser qui devient un arc-en-ciel. Les Beatles qui traversent cette belle route en Angleterre. Liverpool, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils sont de là-bas, ouais. Mais bref, tout ça pour dire que les covers, quand même, dans la musique, ça a une place très importante. Une place, peut-être pas de premier rang, peut-être pas non plus de second rang. J'ai une troisième rang, peut-être après les clips. Moi, ça fait musique, clip, cover. Je suis comme as. Mais bref, cette histoire, du coup, elle est assez récente parce qu'elle commence il y a tout juste 80 ans. Donc c'est pas si vieux que ça. Et à la fois, c'est un peu vieux quand même. Ouais. Donc c'est dans les années 30, donc entre la première et la seconde guerre mondiale, voilà. On ne sait pas encore où il va y avoir la seconde, donc les États essaient de se relancer, voilà, ça investit, ça essaie de se développer, ça essaie d'innover, et aussi un peu dans le divertissement. Notamment la musique. Et donc il y a l'arrivée des 78 tours. Donc les 78 tours, c'est les gros vinyles qui sont l'ancêtre des CD, mais l'ancêtre également des cassettes. Ils sont arrivés que dans les années 60. Et sur ces 78 tours, ils étaient vendus dans des pochettes en fait cartonnées sans aucune image dessus. La seule déco qu'il y avait, c'était vraiment les mentions légales. Donc t'avais le blast du type, le nom de l'album, la boîte de prod. Parfois c'était mis avec un petit écriteau, une petite police un peu sympa pour faire genre que c'est décoré. À d'autres, s'il vous plaît. Et au-delà de ça, l'arrivée du 78 tours, ça permettait aussi aux personnes de l'époque, du coup, d'écouter la musique dans leur domicile, mais surtout, parce qu'il y avait déjà les radios, c'était aussi d'écouter la musique qu'ils veulent quand ils veulent. Et donc ça aussi, c'est assez novateur. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, les 78 tours, c'était un son par face. Tu sais, tu devais retourner le bail. Et donc c'était 3 minutes par face, donc un son par face. Donc quand tu devais acheter un album, tu repartais, mon gars, avec un carton. Laisse tomber le truc, frérot. Imagine si Donda et CLB, ils étaient sortis justement à ce moment-là. Mon gars, tu te serais reparti avec des cartons, mon ref. Un déménagement, le bail. Un déménagement, le bail. Ces gros cartons, on les appelait des tombstones. Donc voilà, en traduction, des pierres tombales. Parce qu'en fait, le seul moyen de les reconnaître quand du coup t'allais dans un magasin, c'était, ça avait tout avait la même gueule. Et le seul moyen, c'était bam, de regarder le nom, la date un peu. Comme en fait un cimetière, voilà, où tu as toutes les mêmes pierres tombales, où tu dois repérer avec le nom. En fait, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et moi, tout ça va changer, toutes ces covers vont être décorées grâce à un seul homme, qui est Alex Steinway,
une personne qui est née en 1917 et qui est morte là assez récemment, on s'entend, en 2011. On s'entend. Ce Alex Steinweiss, donc il travaille dans l'art, il a un petit attrait pour la musique, il a l'oreille absolue, ça, en fait, ça te permet de deviner les notes quand elles sont jouées. Donc, par exemple, Do dièse. Ah, c'est Mi bémol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Voilà. Je l'ai pas. Donc il travaille dans l'art, il a fait des études à la Parsons School of Design de Noisy-le-Sec. Je plaisante. Celle de New York, Noisy-le-Sec, il n'y a pas un chat. J'ai cherché un peu des noms de célébrités, des noms de personnalités connues qui seraient passées par cette école. Il s'avère que je n'en ai reconnu aucun. Mais bon, il y a des sculpteurs, du coup il y a du dessin, il y a de la peinture. Voilà, c'est sûrement des gens qui sont connus dans leur domaine. Malheureusement, j'ai une culture bien trop faiblarde. Et Alex Steinweiss, du coup, il va postuler à une offre de Columbia qui est une offre de directeur artistique. Mais directeur artistique dans une maison de disques, à l'époque... Bizarre. Parce que les maisons de disques à ce moment-là, c'est 100% musique. C'est vraiment CD, micro, et hop, c'est finito, tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, du coup, il travaille, il customise justement ces petites étiquettes dont je vous parlais au début, là où il y a les mentions légales, donc le nom de l'artiste, le nom du projet, le nom de la maison de disques. Et en fait, il est tiraillé parce que il est limité dans son processus de création, voilà. Il aimerait s'exprimer et tout, mais frérot, le truc il est tout blanc, fais-le mon gars. Fais-le, te limite pas à l'étiquette gros. Mais il a un truc comme as, il custom un truc comme as. Et donc là, bam, il cogite, à force de faire des étiquettes, il se dit putain, faut que je customise le tout. Faut que je mette sur ces énormes pochettes des images qui font référence du coup à la musique, mais que par son interprétation. Donc ça aussi c'est un peu tendu, tu vois. C'est même pas celle de l'artiste, c'est celle du directeur artistique. Mais le but premier, c'est en fait de donner envie à l'acheteur, de lui donner une première impression. C'est la même chose que pour une affiche de cinéma ou une publicité. Mais pourquoi ils ont mis autant de temps à appliquer ça à une boîte de CD sur un truc qui était complètement vierge? Et en vrai, il est là le mystère. C'est pas comment le truc il est apparu, c'est comment ça a pris autant de temps. Mais par exemple, la première affiche de film, c'est 1896. 1896 pour le film L'arroseur arrosé, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Et à Columbia, en fait, ils trouvent cette idée folle, mais cette idée folle dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire que pour eux, ça n'a pas de sens. En fait, ça va ajouter des coûts supplémentaires à la production du coup de ces 78 tours. Et pour eux, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que pour l'instant, ça roule plutôt bien. Et donc, bon, ils lui disent, fais-toi plaisir, prends-toi 3 CD, fais des petites covers, amuse-toi chez toi. Franchement, t'es un artiste, mon gars. Et du coup, il va commencer à faire ses petites ébauches, ses petits dessins chez lui. Et il va commencer à les mettre un peu sur le bureau des hauts dirigeants de Columbia et on va se dire c'est quand même une bonne idée parce que ça change de l'étiquette, ça change tout simplement, il y a de la couleur, c'est visuel, ça attire l'œil directement, donc ils commencent à se dire qu'au final c'est peut-être intéressant. Et du coup ils vont faire le premier test sur un album de Rodgers and Hart qui est un groupe vraiment en vogue à ce moment-là, donc c'est pas un petit test, ils testent pas sur un petit artiste un peu pas connu, tu vois, ils testent vraiment sur un truc qui marche bien sur le moment. Et voici donc, bam, la première cover de l'histoire, et franchement, elle est pas dégueu. Franchement, je trouve qu'il y a un petit style, moi perso, j'aurais pas acheté, mais je kiffe bien. Et donc le résultat, il est direct, par exemple, sur les ventes d'albums. Les albums qui ont une cover, ça vend beaucoup plus. Par exemple, un album de Beethoven, justement, qui avait vu sa cover refaite, restructuré, redécoré, ça avait augmenté de 895%, mon gars, le nombre de ventes. Donc Columbia, ils se disent qu'en fait, cette idée, elle est révolutionnaire en quelque sorte, mais elle tombait aussi un peu sous le sens, on va pas se mentir. Et à chaque fois qu'ils vont sortir un album, eh ben, il y aura une image qui sera rattachée à ce projet et qui sera du coup sur la cover dès qu'on mettra ce projet en vente. Et c'est comme ça que l'histoire des covers a commencé à débuter et malheureusement ou heureusement ou peut-être en fait qu'on s'en fout, mais on associe beaucoup ce début des covers à la maison de disques directement Columbia, à la place d'Alex Steinweiss, alors que c'est quand même lui, son idée. Par exemple, franchement, vous allez voir, pour un mec quand même qui est à l'initiative d'un truc comme ça, qui est la norme aujourd'hui, vous allez voir sa page Wikipédia. Bon, il y a son nom, il est sur Wikipédia, mais c'est assez vite, quoi. Alors que pourtant, il a inspiré des grandes covers, ce monsieur Alex Steinweiss, par exemple. Je vous mets ici, bam, regardez, ça c'est une cover qu'il a fait pour une symphonie de Beethoven, et là, bam, les Pink Floyd. En vrai, j'aurais même pas besoin de vous mettre le truc des Pink Floyd, ça se voit direct que les mecs ont pompé, putain. Mettez du respect sur Steinweiss. Mais aujourd'hui, la cover, elle s'est développée, maintenant, les artistes, déjà, ils mettent beaucoup plus la main à la pâte, les chanteurs directement, c'est plus des directeurs artistiques, des machins, des boîtes de prod qui s'organisent, qui font les covers un peu dans le dos, non, pas vraiment des artistes, mais ils le font de leur côté. Maintenant, tout le monde met la main à la pâte, il y a des covers qui font passer des messages, il y a des covers
qui suscitent l'indignation, qui font polémique, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, ça nous donne aussi un indice sur le délire de l'artiste si on le connaît pas. Ça nous donne aussi un indice sur aussi ce qu'on va écouter. Et parfois, ça nous donne des images sur ce qu'on écoute. Donc, les covers, putain, c'était essentiel, en fait. Ah, et on a tous une cover qui nous a marqué. Je sais pas, moi, par exemple, bon... J'ai pas d'exemple précis, mais sur mon fond d'écran, par exemple, j'ai la cover de Birds in a Trap, Sing McKnight de Travis Scott. Cette cover, je trouve qu'elle a rien de particulier en soi, mais je la trouve très stylée, je la trouve très belle gosse. Et il y a sûrement vous, là, vous qui me regardez, vous avez sûrement des covers qui vous ont marqué. J'en sais rien. Là, il y en a qui ont fait le buzz, encore dernièrement. Si on regarde la cover de CLB, moi j'ai un petit coup de gueule contre la cover de CLB, c'est quoi ça? C'est tiré d'une œuvre d'art, mais quelle œuvre d'art? Qui est le fumier qui appelle ça une œuvre d'art? Faut qu'on a... Ah me chauffez pas les gars! Ah me chauffez pas les gars, putain! Mais moi personnellement, cette cover, je la trouve naze. En plus de l'album, que je trouve naze. Donc pour vous dire, il y a rien qui va, le mec... a dégagé, t'as capté. La cover de Donda aussi, bon ben je pense qu'on va pas polémiquer, c'est un carré noir. Hein. Bon ben, y a pas de débat. L'album est beaucoup mieux que celui de Drake, j'en profite pour donner mon avis. Vous pouvez picorer des petites chipettes. Drake, Naz, Kanye, délicieux. Et je me demandais justement, quand il y a un carré noir comme ça, est-ce que ça donne envie à des personnes, moi non par exemple, mais est-ce que ça donne envie à des personnes justement de créer la cover pour l'artiste? Il y a Jul par exemple qui faisait des concours pour que ses auditeurs créent justement la cover de ses albums. Mais après, une fois que la cover est élue, ça devient la cover de l'album. Donc plus personne peut créer son bail. Alors que là, si on ressort une cover, tu vois, un peu papier, un peu machin, tout le monde peut faire la sienne et ça pourrait un peu réveiller l'esprit créatif de certaines personnes ou donner notre interprétation du projet, voilà. Je lance un débat. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo sur du coup l'histoire des covers. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses. Et dites-moi en commentaire quels sont les covers qui vous ont marqué dans votre vie, en fait, dans votre vie. Quels sont vos covers préférés là sur cette année 2021? Moi, j'ai des petites préférences. J'ai bien kiffé celle de Trippie Redd, j'ai bien kiffé celle de Laylo, bien sûr. J'ai bien kiffé celle de Kukra, j'ai bien kiffé celle de Ellis Host. Et là, de tête, j'ai bien kiffé aussi celle de Ashkid. Voilà, c'est des petites covers que j'ai kiffé. Allez écouter les projets parce qu'ils sont d'art aussi. Ça, c'est important. C'est surtout ça aussi. Mais moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Je vous fais muchos besos comme d'habitude.